Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de From the Block. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une personnalité bien connue de l'écosystème Web3. Il est le directeur et cofondateur de PoApp Studio, qui permet aux particuliers et entreprises de minter des NFT autour de rencontres, moments ou événements particuliers. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, PoApp signifie Proof of Attendance Protocol. Lucas Vera, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons aujourd'hui revenir sur ton parcours, ta rencontre avec la blockchain, le Web3, et pourquoi tu as souhaité, il y a plusieurs années, lancer PoApp Studio. Lucas, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs? Bonjour, merci Alexis, merci de me recevoir. Je suis très content d'être ici. Je m'appelle Lucas Vera, j'ai 36 ans. Je suis argentin et ingénieur. J'ai la chance de pouvoir me réveiller tous les jours et faire quelque chose que j'aime beaucoup, qui est parler, faire, distribuer des POAP. J'ai hâte de pouvoir vous raconter mon histoire en essayant probablement d'inspirer quelqu'un pour qu'il puisse rencontrer l'écosystème et qui sait peut-être collecter des POAP le plus vite possible. Ouais, c'est sympa parce que c'est vrai que j'ai eu la chance de te rencontrer dans beaucoup d'événements et à chaque fois, tu as toujours déjà toujours des pop-up avec toi, donc tu me fais toujours minter des NFT pour prouver qu'on s'est bien rencontrés. Mais surtout, je te vois toujours Mhm, avec des sortes de devices sur lesquels je peux poser mon téléphone. Enfin, tu vas nous raconter tout ça, mais c'est quand même bien très sûr. amusant ces histoires de pop. Donc, je suis vraiment très content de t'avoir aujourd'hui sur le podcast. Donc, tu nous as dit que tu étais donc argentin, donc c'est-à-dire que tu as grandi là-bas. Et en fait, donc tu as fait des études d'ingénieur, donc en Argentine et en France, c'est ça? En Argentine, et c'est exactement cela. Depuis tout le début, alors j'ai grandi en Argentine, mais j'ai aussi un peu grandi en France, de la part de mes parents, médecins. Ils ont fait quelques années ici à Paris, dans la région parisienne. Donc moi, dès le début, j'ai été un peu câblé de manière pas très standard. Donc encore une fois, tout début de ma vie cognitive en France, mais avec des parents argentins, et à 8 ans revenir en Argentine au lycée français. Donc tu vois, ça câble et ça décable. Et je suppose que ça a eu à avoir des effets. Mais donc voilà, toujours une facilité, on va dire, pour les sciences un peu dures. Euh, bon ben voilà, volonté de fermer le plus petit nombre de portes, j'ai décidé de faire des études d'ingénieur. Encore une fois, pas tellement par vocation primaire, mais plus pour dire justement cette vie internationale qui m'avait touché. Je la sentais assez naturelle et quelle meilleure manière de pouvoir l'exercer. Voilà, en étant ingénieur, les maths, c'est les maths partout. Et comme ça, il y avait pas de bridage à ce moment-là. Voilà, je me retrouve après mes années d'études en ingénieur, mais tout de suite très curieux de l'internet. Alors pendant l'adolescence et bien sûr pendant mes années formatives, toujours très connecté, si on peut dire, que ce soit avec les jeux vidéo ou avec des films ou avec la notion d'information. Et donc, à peine j'ai vu mes copains avoir de l'internet, je me suis mis, j'ai demandé mon ordi moi aussi. Et le moment clé pour moi, hein, je me rappelle toujours, c'était épiphanie, c'était quand je suis allé au premier cybercafé parce que j'avais pas encore d'ordinateur, mais je voulais faire de l'internet. Euh, je suis allé à un cybercafé et j'ai commencé à chatter avec quelqu'un que je n'ai aucune idée qui est cette personne aujourd'hui. C'était quelqu'un à l'autre bout du monde, de mémoire, c'était en Israël. Et voilà. Et tout d'un coup, je me suis dit, c'est ça l'Internet, avoir des idées et se projeter de manière complètement instantanée à l'autre bout du monde. Savoir que moi, j'avais vécu tout ça en voyageant, pendant faire des longs courriers de 14 heures. Bah voilà, moi maintenant, j'étais à Jérusalem d'un toucher des doigts. Et je suppose que ça a été suffisamment important pour me dire que vouloir investir du temps et investiguer et apprendre, et lire et me former et travailler de manière professionnelle. Parce que c'est sympa en fait, Lucas, c'est-à-dire que tu es jeune, mais tu pas si jeune. C'est-à-dire que tu fais partie de toute cette génération qui a grandi avec, on va dire, vraiment l'évolution du web de masse, à grande échelle, avec tous les outils qui nous permettaient
finalement de chatter, puis après de téléphoner, puis de faire des visios. Enfin, on a vécu tous ensemble ces évolutions-là. Donc toi, c'est quelque chose qui finalement t'a profondément marqué et qui t'a donné envie de t'investir et d'en faire, en tout cas, un bout de ta vie professionnelle, si je comprends bien. Et par contre, alors, t'as pas commencé tout de suite, on va dire, dans l'internet. T'as commencé de manière assez classique, je crois chez PSA. Mhm. Donc en fait, rien à voir avec tout ça. Bah, rien à voir, rien à voir. Tu sais, les grands groupes industriels, ils ont aussi des systèmes d'information commerciales, surtout la partie qui m'intéressait moi le plus. Et donc, en effet, avec une logique de CRM qui est aujourd'hui d'actualité. Hein, c'est Bien sûr. les notions de et qui est d'actualité que quand on parle aussi de Web3, on reviendra plus tard de parler de fidélité Web3. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'est la co-création? Qu'est-ce qu'on donne en tant que marque et qu'est-ce qu'on reçoit en tant que aficionado ou que fan de la marque. Il y a plein de concepts qui sont en train de se revoir justement de cette nouvelle technologie Web3, blockchain, on rentre dans les détails. Mais donc, au début de ma vie, voilà, ingénieur oui, mais pas très adepte au calcul de structure des ponts, ni les Voilà, courbes plus sur des sujets data, exactement. j'ai l'impression. Voilà. Exactement. Et donc, CRM, base de données, comment capitaliser l'information. Et si on en reparle aussi, c'est la valeur de l'information, la valeur de qu'est-ce qu'on peut faire avec, comment on peut la capitaliser, est-ce qu'une meilleure communication est bonne pour l'interlocuteur, enfin, ce genre de questionnement. Et donc, voilà, j'ai commencé ma vie professionnelle et j'ai commencé à être curieux sur cette histoire de Bitcoin et de blockchain assez tôt. J'avais pas les moyens d'investir, mais j'avais les moyens cognitifs d'au moins de lire. Et je me rappelle aussi la première fois. Et pour moi, c'était une évidence dans le sens où, bien sûr qu'il faut de l'argent dans l'Internet. Et donc, je lisais, je me rappelle en 2012, je vais encore avoir les articles de The Economist qui parlaient du crash de mémoire. C'était de 1000 à 100 ou de 100 à 10, je me rappelle plus. Mais voilà. Et pour moi, c'était, si tu veux, j'ai jamais été réfractaire à ça parce que ça me paraît aujourd'hui, toujours, ça me paraît d'une évidence totale. Euh, qui doit avoir un système de transfert de valeur monétaire sur Internet, que ça ne dépende pas de nos cartes de crédit qui sont très locales, qui doit avoir un truc natif. Et voilà, quand j'ai lu sur le Bitcoin, ça me paraît d'une évidence folle. Alors bien sûr, j'avais pas forcément des dollars, surtout en Argentine, pour investir. J'aurais bien dû, mais j'en avais pas. Ouais, bien sûr. Et, Mais il y a beaucoup et d'adoption du Bitcoin d'ailleurs, hein, en Argentine, parce qu'il y a bien tellement sûr. d'inflation là-bas. Bien Et sûr. là, exactement. Et là, mais la crypto, enfin, mis à part la partie monétaire, et on peut en rentrer dans le détail, il y a une crypto-culture très importante du fait, en effet, de voir s'échapper du système bancaire traditionnel. Mais là, j'ai vu une newsletter qui parlait que le dernier week-end, il y a eu 10 000 inscrits au WorldCoin de Sam Altman à Buenos Aires, que ça a fait une petite news. Parce que c'est clair, les Argentins, ils en ont rien à faire. Ouais, en fait, ils ont Si, tellement de sujets et de problèmes avec leur monnaie sur les dernières années que finalement, il y a une vraie recherche d'alternatives là-bas. Euh, exactement, Bien sûr. exactement. Et donc, bah voilà, j'ai commencé ma carrière en Argentine dans ces domaines de la data. C'était avant qu'on appelle ça la data. Aujourd'hui, on appelle ça, c'est enfin CRM ou data marketing, mais voilà, de curieux de manière un peu naturelle. Et puis pour finalement revenir en France après des études et après, enfin voilà, après ma vie d'enfance pour euh, pour rejoindre une startup, aussi dans une logique du learning, donc encore une fois e-learning. Donc encore une fois, la valeur de l'information, la transmission de l'information, comment on évolue, comment on devient meilleur, on s'enrichit par l'information et par les connaissances qu'on a. Bah, pour après commencer à faire des propres startups. D'ailleurs, je sais pas enfin, si tout le monde connaît ici, mais John Carp, une autre célébrité de la place parisienne Bien sûr, le européenne. grand monsieur des NFT. Exactement. Mais avant d'être monsieur des Bah, NFT, il a un c'était super monsieur. podcast qui s'appelle NFT Morning. D'ailleurs. Exactement. Mais Ouais. avant ça, il a organisé des hackathons. Et ce qui m'a rendu un peu entrepreneur, c'est participer à une hackathon et gagner une hackathon. D'accord. Mais une organisée par la team et par l'entreprise de John Carr. C'est de cette époque qu'on se connaît. Et donc voilà. Et après, donc j'ai commencé une voie traditionnelle de faire ses propres startups qui ne vont nulle part.
supporté par le Pôle emploi D'accord. pendant 2 ans, Ça, c'est vive la classique. France pour ça quand même, hein. C'est quand même, c'est vrai Et, que pour ceux et- qui ont des idées et qui peuvent le faire, c'est vrai que c'est une véritable chance, pour toutes les jeunes start-upers de France et start-upeuses, hein, de pouvoir se Exactement. lancer finalement en dérisquant, leur situation personnelle sur une petite période de temps. C'est quand même assez extraordinaire. Et beaucoup d'apprentissage. Donc, je suis Ouais. super reconnaissant et beaucoup de gens, bon, on ne va pas rentrer dans toutes les idées politiques, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses en France qui sont géniales et qu'il faut savoir les valoriser parce que ce n'est pas du tout pareil ailleurs. Mais donc, tout ça pour dire que, voilà, j'ai fait mes aventures entrepreneuriales, celles qui ne marchaient pas très bien. Enchaîner des projets, des CDI, enfin, des périodes de consultants. Et en 2019, je rejoins enfin, on a créé avec mes amis d'enfance, hein, c'est aussi le cas de le dire. J'ai quelque chose de très spécial chez Pop Studio, c'est le fait que les 3 cofondateurs, nous sommes des amis d'enfance du lycée français. Donc on se Incroyable. connaît depuis 25 ans et si vous nous retrouvez dans certains événements, vous allez voir qu'il y a une espèce de naturalité, qui C'est date. sympa, c'est sympa. C'est pas donné à tout le monde de Et pouvoir de monter des business avec des amis proches. exactement. Et donc voilà, cette structure qui s'appelait, faisait du consulting digital, du no-code, des choses comme ça, pour après être interpellé par Patricio, qui est le fondateur de POAP, un ami à nous maintenant. Personnellement, j'étais interpellé parce que justement, j'étais un sur les trois, j'étais le plus POAP fan, celui qui collectait des POAP sur Discord et compagnie. Parce que le concept, et on pourra rentrer dans les détails après, moi j'adore dans la vie, je suis assez nostalgique des temps passés et ces POAP et que cumuler ces moments, ces rencontres, mais d'une manière qui est simple à conserver à la fin, parce que c'est dans la blockchain, c'est dans un wallet et c'est pas des stacks de papier qu'on conserve, ça me convenait très bien. Et donc Donc, j'ai beaucoup aimé un collectionneur dans l'âme, c'est ça? un collectionneur de moments. Hein. J'ai pas Ouais. jamais trop collectionné des monnaies ni des tickets de métro. Enfin, j'ai toujours été assez flemmard. Et donc, en gros, à un moment, soit je les perds, soit je me stresse et je jette tout. Mais justement, les NFT, on peut pas les jeter. Enfin, on peut les jeter, mais conceptuellement, je vais pas les perdre à un déménagement, ni je vais les voir quelquefois dans un Donc le fond d'un format, tu tiroir. l'aimais bien. Tu aimais bien ce format-là. Exactement, exactement. Et donc, Et mais en fait, alors juste, voilà. excuse-moi, mais je Ouais, reviens vite, vite sur Patrizio, parce que tu dis, donc en fait, POAP, si on revient un petit peu oui, sur POAP. très bien. POAP, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un Argentin aussi qui a monté ça? Comment t'es rentré en contact avec ces gens-là? Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Pourquoi ils ont monté ça? Raconte-nous un peu, toi qui les connais bien finalement. Parfait, Parce parfait. que Écoute, j'imagine que nos auditeurs ils disent, mais POAP, Proof of Attendance Protocol, mais qu'est-ce que ça ça veut veut dire dire? Kesako. Voilà. Kesako POAP. Alors, Proof of Attendance Protocol, ça veut dire en anglais preuve de présence ou preuve de participation. Et aussi simple que le concept rime avec son nom, aussi simple a été le besoin qu'il a généré. Donc, on se remonte à 2019, une hackathon crypto, où cette proposition de la blockchain qui est de la traçabilité et de savoir comment, enfin, pouvoir voir l'historique à tout jamais de tout ce qui se passe. On s'est retrouvé avec un écosystème de gens qui assistent à toutes les conférences, c'est-à-dire comment on fait pour tracer qui est venu où. Aussi simple que ça, dire comment prouver que tu as été à cette conférence, prouver que tu as été à cet hackathon, prouver que tu as codé quelque chose, prouver que tu as été à une fête, etc. Et donc, aussi simple que ça, Patricio et quelques-uns de ses amis ont codé ça pendant une hackathon. Ils n'ont pas gagné. Ouais. Je ne sais pas pourquoi le projet, mais bon, en général, les meilleurs projets ne gagnent pas les hackathons. Mais voilà, le besoin est aussi primaire et c'est pour ça aussi qu'il fait la force de POAP, cette simplicité, ce concept de la preuve de présence, la preuve de participation. Aussi simple que ça, mais comment des fois les idées les plus simples sont les plus fortes. Et qu'est-ce qu'on peut faire quand une entreprise, une communauté, un podcast, quelqu'un peut donner des jetons, des actifs digitaux qui sont la preuve de participation, la preuve de présence, et comment quand quelqu'un flemmard comme moi ne peut pas les perdre. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire justement, comme on commence à toucher ces idées de loyalty,
qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, par exemple, qu'est-ce que ça voudrait dire le jour où je pourrais prouver que j'ai vu tous les films de Martin Scorsese, hein? Est-ce que je suis un fan? Quand je dis que je suis un fan et que j'aime bien ces films, est-ce que je les ai tous vus? À quel moment je les ai vus? Est-ce que je les ai vus 10 ans après, un an avant, en avant-première, à Cannes, sur Netflix? Voilà, qu'est-ce que ça veut dire de moi? Est-ce que je serais invité par un directeur, un jeune directeur qui se voit lui inspiré par un Martin Scorsese, il dit bah Lucas, étant donné que clairement tu es un fan de Martin Scorsese, je veux que tu viennes et que tu puisses me donner ton opinion sur mon film. Enfin, Ouais, il y a c'est plein de... amusant parce que c'est quand même, à t'écouter, c'est quand même on est dans un monde où finalement toute la donnée, on l'a donnée à toutes les GAFA, et puis aujourd'hui il y a un grand mouvement un peu contraire de dire ben, en fait ces données elles valent beaucoup d'argent, donc attention, il faut que ça soit des données très personnelles, etc. Gardons la main dessus. Et là ce que tu es en train de me dire, c'est que tu dis ouais mais il y a quand même tout un paquet de données qu'on a envie de donner aux gens, soit pour du statut, parce que tu dis bah tiens j'ai envie que les gens sachent de moi que par exemple je suis un fan de Scorsese ou que j'écoute telle ou telle musique, parce qu'aujourd'hui c'est compliqué. Avant quand on était petit, on a à peu près le même âge, quand on était petit, tu avais tes CD, tu avais tes DVD, tu rentrais dans la chambre de tes amis, tu savais tout de suite, culturellement, où est-ce qu'ils se positionnaient. Aujourd'hui, avec Spotify et Netflix, c'est un peu plus compliqué de savoir ce que tes copains écoutent. Et donc, en fait, ce que tu me dis, c'est que toi, grâce à PoApp, tu te dis, tiens, en fait, je redonne une partie de la donnée qui est une donnée privée, je choisis de la donnée publique pour que des sociétés ou d'autres gens puissent la traiter s'ils ont envie. Et puis moi, bah après, de m'en souvenir aussi si un jour j'ai besoin de faire un peu de recherche sur tiens, c'était quand la date où j'étais, comme tu dis, à la Mostra de Venise, Mhm. c'était quand, bah, je peux avoir en fait une sorte de base de données sur la blockchain de là où j'étais. C'est ça? Oui, oui, mais aussi la partie utilitaire, c'est-à-dire qu'on peut imaginer justement par Spotify, je me fasse inviter à un concert privé d'un artiste semblable à un autre, parce que j'ai la preuve que je suis allé à des concerts auparavant. C'est pas que je n'ai pas que acheté la licence mensuelle pour écouter Spotify, mais que je que je suis vraiment un fan, que je me déplace, qu'un jeudi soir je vais écouter du jazz, Mmh. qu'un tel samedi, je suis allé voir un concert de rock supra acide dans des fabriques abandonnées de Berlin. Voilà, on connaît pas quelle est l'implication dans le futur, mais c'est exactement ce que tu viens de dire. Et tu sais, j'ai eu la chance de pouvoir parler et d'avoir comme client Salesforce en France, les rois de la donnée, du CRM Bien et sûr, bien compagnie. sûr, bien sûr. Et en interpellant des jeunes cadres, à un moment, il y a une personne, je me rappelle plus son nom, mais qui a dit: «Ah, mais alors Pop, c'est comme les cookies dont on est fier d'avoir». Ouais, c'est ça, c'est ça. Et donc oui, on est fier, on veut les avoir, on veut même les montrer. Versus cette idée de, tu vois, le banner de cookies, je rejette tout, je veux rien savoir. C'est justement, c'est un changement de paradigme. Donc après, comment ça s'utilise, enfin, comment les compagnies, comment les business models vont se créer à partir de ça? On a quelques pistes, on a quelques conversations. Mais la vraie réponse, c'est on ne sait pas. Mais on sait qu'il y a bah, déjà le concept du POAP plaît et les gens s'amusent et les gens, comme cette personne très bien identifiée, c'est les cookies dont on est fier. Qu'est-ce que ça voudrait dire dans le futur et comment les communautés, les logiques de loyalty vont se construire par rapport à ça? Mais c'est Tout est à marrant, ça me construire. fait penser, tu te rappelles le lancement de Foursquare? Imagine. Mhm. Ben, je trouve qu'il y a un peu de ça, tu vois? À Ben, l'époque, bon c'est après ça a exactement été ça. appris, après tout le monde se taguait partout dans les endroits, mais la première fois que ça existait, c'était Foursquare qui a lancé ça. On peut dire: «Je suis dans tel restaurant, je suis dans tel truc», et c'était fou, tout le monde le faisait. Et après évidemment, bah, sur Facebook, on a pu se taguer n'importe où, et c'est devenu complètement lambda. Mais aujourd'hui de se taguer quelque part, dans les réseaux sociaux, c'est une activité de base, en fait. Et Mhm. là, ce que vous faites, c'est vous le remettez dans une sauce blockchain décentralisée, et sur tous les sujets qu'on a envie d'avoir. Finalement, c'est pas que je suis là, mais en fait, ça va un peu plus loin que juste je suis là. C'est ça? Mais t'as tapé dans le mille, et non seulement t'as tapé dans le mille, mais Patricio, dans l'histoire quand il raconte pourquoi et comment et quelle est, mis à part la hackathon, tout ce qu'il a mené dans sa tête à penser à Pop, c'était bah, Foursquare, une forte inspiration. Mais typiquement, si je me permets une micro-parenthèse, justement, d'évolution et d'évolution de l'Internet, regarde comment Foursquare, comme tu as dit, tout le monde l'utilisait, c'était connu, mais c'était une entreprise, si tu veux, Web 2, traitement de la donnée. Et qu'est-ce qui s'est passé?
beaucoup de fans ont check-in dans les Burger King, dans les McDo, dans les peu importe. Et donc, il y a eu une espèce de moi, en tant qu'utilisateur, je donnais de l'information à Foursquare. Qu'est-ce qui s'est passé après? D'une manière assez arbitraire, Foursquare a décidé, a fait le calcul, peu importe, de dire que ce modèle commercial consumer facing n'était pas le bon pour eux. C'est-à-dire que soit ils faisaient pas suffisamment d'argent, on va savoir. Mais à un moment donné, ils ont dit ça nous va plus, c'est plus ça notre business. Notre business maintenant, c'est de acquérir de la donnée par X biais et la revendre à d'autres entreprises. Et donc toi, Alexis, qui avait peut-être investi un temps pour builder ton profil où tu check-inais ici et check-inais là-bas et avoir ton historique et sous la promesse d'être reconnu dans l'avenir, bah, du jour au lendemain, c'est disparu. Parce que l'entreprise, certes que tu n'avais rien payé et que tu payais avec ton temps, à un moment a décidé, parce que quand tu lis les CGU, ils te disent très bien que nous sommes en droit de faire ce qu'on veut avec l'information et que toi tu dis bien sûr oui, 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 next, 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 next. Mhm. Ils ont eu le droit et ils l'ont fait. Mais maintenant, justement, la proposition de Pop, c'est que même si Pop un jour disparaît, même si Pop devient, va savoir qu'est-ce qu'il peut devenir, les jetons, ils t'appartiennent à toi. Ces actifs digitaux, ils t'appartiennent à toi, à ton wallet. Et Pop ne pourra pas les faire disparaître, ne pourra pas te les enlever. Et encore et c'est comme tu dis, c'est une information publique. Donc n'importe qui peut builder sur tes Pop, c'est-à-dire n'importe qui peut te donner de la valeur à toi en prouvant que tu es allé à un restaurant X, Y et Z, de dire ben voilà, Alexis, je vois que tu vas sur les restaurants premium de Paris ou plutôt adepte de la volaille et ou vegan. Et justement, cette information t'appartient, même si à toi et à ton écosystème de le valoriser. Donc c'est un CRM décentralisé finalement, où l'utilisateur choisit de donner les informations qu'il veut donner publiquement. Voilà. Exactement. Et après, il y a la logique de la pièce artistique, l'artwork, et aussi pouvoir avoir cette traçabilité de qui d'autre a été au même événement que toi. Il y a des nouvelles fonctionnalités aujourd'hui. Si tu vas sur bon, je sais pas si on peut dire ça, mais dans l'application Coinbase qui t'expose les POAP que tu as, il y a des nouvelles logiques de communication. C'est-à-dire que tu peux aller voir les wallets qui ont le même POAP que toi et commencer une discussion. Donc, on peut imaginer l'avenir quand tu seras dans un concert de jazz un samedi, que voilà, tu vas avec tes copains, voilà, tu repars, mais après, tu pourras avoir ceux qui ont le même power-up et dire, bah Là, voilà, qu'est-ce tu que tu as pourrais les pensé? retrouver. Typiquement, Exactement. non, ça me fait penser à, tu sais, cette fameuse appli de rencontre à Appen où tu disais, mais attends, c'est qui Mhm. la fille dans la rue qui s'est rencontrée? Ben là, si tu vas à un concert et que t'as trouvé, t'es tombé très amoureux d'une fille, mais tu sais pas, et ça se trouve, elle a un pop-up, t'as peut-être des chances de la retrouver. C'est génial. Voilà. C'est incroyable. Ok, non, non, mais écoute, c'est vachement plus clair, mais alors, et donc, ce que t'as dit, on a des pistes. Alors, on a dit, en fait, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a un usage. Tu Mhm. dis l'usage, il existait déjà en fait en mode Web 2. POAP, c'est le mode Web 3 de ce truc-là, avec un côté qui est la pérennisation de cette donnée parce qu'elle est plus aux mains d'une entreprise. Mais comme c'est sur la blockchain, ben, tant que la blockchain existe, la donnée est là et tout le monde peut l'utiliser. Et du Mhm. coup, c'est quoi alors? Parce que il y a POAP qui est le protocole. Donc c'est quoi? C'est POAP XYZ, enfin point XYZ, hein, sur Correct. Internet. De toute façon, je mettrai les liens dans le truc. Donc Mhm. ça, c'est un protocole qui a une économie propre, j'imagine, qui est les validateurs, etc. Euh, Non, alors non, pas pour le Même pas? protocole non, c'est une entreprise qui aujourd'hui est bah, légalement parlant, elle est américaine. Elle a levé quelques millions de dollars récemment, donc elle est, on va dire, classiquement backed. Donc il y a pas de Popcoin, il y a pas de pump and dump. POAP est très près aussi de l'écosystème pur de développeurs Ethereum, donc si tu veux, tout ce qui est Ponzinomics et tout ça, on oublie. Pop est assez immaculé, ou très immaculé. Tout le monde adore parce que justement, il n'y a pas de trucs bizarres comme ça. Donc, l'entreprise américaine, elle est basée aux États-Unis, pour l'instant fondée par du VC et par son fondateur Patricio. Et il y a Pop Studio. Et donc, Pop Studio, qu'est-ce que c'est Et Pop attends, juste Studio? excuse-moi C'est avant qu'on parle de ouais, PubStream, parce qu'après, je pense qu'on va se lancer dessus. Mais et donc POAP, en fait, finalement, c'est un protocole. Et aujourd'hui, il oui, n'y a pas vraiment de modèle économique derrière POAP, quoi. exactement. Il y a des expérimentations. Une de ces expérimentations, c'est Pop Studio. Ouais, c'est Mais ça. sinon, il y a d'autres expérimentations comme
faire payer de mémoire 25 centimes par POAP pour un usage commercial, D'accord. ou le bridge à Ethereum Mainnet, mais ça personne l'utilise et c'est en train de se revoir. Ouais. Bon, il y a multiples recherches vers quelque chose qui ressemblerait à un business Oui, model, ils vont trouver. mais Il y a un usage. Je crois qu'aujourd'hui, il y a quoi? Il y a plus de exactement. 5 millions de POAP qui ont été mintés, c'est ça? Et en plus, Donc il y a quand même, là, on va toucher les 7 millions. voilà, 7 Donc, millions. Donc c'est quand même pas mal. C'est-à-dire qu'il se passe oui, quelque chose. Donc maintenant, derrière, après, exactement. ils vont trouver un business model. Je crois qu'au niveau de la tech, c'est sur Gnosis Chain. Exactement. Et alors, tu sais Exactement. pourquoi le choix de Gnosis? Bien sûr. Il faut imaginer que POAP était un succès en 2019. Donc, Polygon, etc., c'était même pas dans les réflexions. Polygon n'existait pas. Le concept de Layer 2 n'existait pas, enfin, ou peut-être c'était dans les recherches les plus fondamentales de la science, mais il y avait absolument rien. Il y avait Mainnet Ethereum, Bitcoin et quelques fous furieux allemands qui avaient créé à l'époque, ça s'appelait XDAI. C'est une sidechain très liée au paiement, donc beaucoup de logique qui était moins programmatique et c'est plus comme le Bitcoin, c'est aller des allers-retours. Et donc, c'est pour ça aussi la simplicité de POAP aujourd'hui, parce que POAP est basée sur cette sidechain Gnosis, qui encore une fois qui se veut très simple, mais qui permet la vitesse et le fait qu'il y a des gas fees, mais l'UX, comment on dit en français l'UX, Expérience utilisateur? l'expérience utilisateur est voulue très simple et abstraite de plein de complexités Web3, dont les gas fees, etc. Tout ça, ça disparaît parce que c'est POAP qui paye les gas fees, mais les gas fees sont faibles du fait de ce choix de travailler et de minter directement sur Gnosis. Donc voilà, Voilà, c'est et une puis après, question de toute façon, historique, hein. voilà, et puis comme c'est un EVM, finalement, c'est une adresse, on va dire Ethereum classique. Donc il y a pas de problème de Exactement. compatibilité avec les wallets un petit peu standards. Ouais. Exactement, exactement. Donc, si tu veux, c'est plein de choix que je pense aujourd'hui très smart. À l'époque où tout était, enfin, bon, comme aujourd'hui, hein, tout reste à découvrir, mais à l'époque encore plus. Et voilà, c'est un choix qui s'est révélé gagnant parce que ça donnait la solution au problème. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément une volonté de vouloir migrer. Alors, le moment venu où ça sera nécessaire, se veut multi-chain, mais factuellement et pragmatiquement, Gnosis répond à tous les besoins. Magnifique. Et donc pour ceux qui ont monté des nœuds Gnosis suite à notre épisode avec Jérôme de Tichet, eh ben, sachez que vous participez au succès de POAP. Voilà, c'est important de Exactement. le savoir. D'ailleurs, j'ai monté un nœud et donc du coup je participe au succès de POAP et de POAP Studio. Et donc on en arrive à POAP Studio. Donc il y a POAP.xyz qui est le protocole, le Exact. site, etc. Et donc il y a POAP Studio. C'est quoi la différence? Bah alors, Pop Studio est déjà une entreprise française avec cofondateurs, donc trois humains qui vous parlent, Lucas et mes deux amis et associés d'il y a 25 ans, Thomas et Sébastien. Et le quatrième, c'est POAP, le protocole. Alors pourquoi la différence? Seulement des questions pragmatiques nous vivions et nous vivons en France, donc être implantés dans le territoire qui nous a donné multiples opportunités, mais aussi dans une logique où l'objectif de POAP Studio, elle est de revenus. C'est-à-dire que POAP Studio, pardon, est une entreprise de services et non pas de technologie. C'est-à-dire que notre ambition, notre leitmotiv, notre travail, nos journées, c'est de répondre aux besoins du marché en fournissant des services on top of POAP, bien sûr. Donc, on parle de personnalisation, on parle de consulting, on parle d'exécution, on parle d'être présent, on parle d'expliquer. Mais bon, en gros, Donc une vous êtes un logique. peu le consensus d'Ethereum au début de l'histoire de consensus, c'est ça? C'est une très bonne comparaison. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît ce que c'est Consensus, mais en effet, c'est comme à la fin, c'est comme packager un service, c'est comme l'eau du robinet et l'Evian, ou aller au restaurant versus aller apprendre soi-même à se cuisiner. Ouais, ouais, vous êtes le bras Euh, armé qui vont aider les gens en fait à embrasser la technologie, à comprendre à quoi elle sert et à développer des services dessus. Exactement. Dans une logique assez corporate, dans le sens où le pari est de penser que c'est les marques qui donnent validité aux histoires et c'est ces histoires qui se créeront ou qui s'écrivent avec POAP.
mais c'est taper taper en anglais, dans le sens anglais, de pouvoir utiliser et de utiliser les histoires des marques et les histoires de loyalties, etc., pour transmettre le concept d'un souvenir digital, d'un digital collectible, d'un POAP, etc. Et donc, tu as monté ça quand, POAP Studio? Bah, Pop Studio est né fin 2021, ouais, octobre 2021, avec un D'accord. premier dessin. Ça, c'était, bon, c'est quand on a dit, allez, on y va à fond les ballons. Il y a eu un premier événement au Carreau du Temple le 1er décembre 2021, qui était un peu un espèce de test grandeur nature à Paris pour voir s'il y avait une appétence, si les gens s'intéressaient. Ce fut un succès rapide, parce que la vraie vérité, c'est que tout le monde dans l'écosystème adore POAP. Et donc, bah voilà, et après, de fil en aiguille, contact, beaucoup d'acharnement, régulier, tous les jours. Encore une fois, aujourd'hui, notre ambition, c'est de se faire connu des Renault, des LVMH, des Porsche, des Vogue, et non pas des collections PFP. Ouais. D'ailleurs, la plus grande partie de nos clients sont des clients des corporates traditionnels qui veulent donner leur premier pas dans le Web 3 ou s'instruire en interne ou expérimenter. En fait, Mais quand tu parles des PFP, excuse-moi, juste, mais c'est juste pour bien faire comprendre à l'audience qu'en fait, que les NFT, il y a eu un énorme mouvement avec les PFP, enfin les profile picture, type Bored Apes, type voilà, Punk. etc. Et qu'en fait, bon, les NFT, finalement, les NFT, c'est un token, mais non tangible, mais ça reste un token, donc c'est tout ce qu'on a envie que ce soit. Donc les NFT ne sont pas que des profile pictures, et ça va beaucoup plus loin que ça. Et donc, ce que tu me dis, c'est que justement avec POAP, vous travaillez avec toutes les sociétés qui s'intéressent au Web 3 ou qui ont des initiatives dans le Web 3. Donc en France, globalement, il y a quand même beaucoup d'initiatives dans l'industrie du luxe. Et puis après, bah aussi dans toute l'industrie pour la L'automobile. traçabilité, etc. J'imagine qu'il se passe beaucoup de choses. Et puis après, des logiques, on va dire plus communautaires CRM, j'imagine. Enfin, je te laisse parler, hein, mais Mais c'est exactement ça. Il faut penser aux industries qui sont très liées aux communautés, ou du moins c'est les reflets qu'on voit de notre activité. Donc, dans le monde automobile, on connaît tous les clubs de la marque X, même dans le sport, dans la musique, aussi dans la fashion, ou quand la logique de collection, mois et année par année. Et on a aussi, alors, on peut pas te dévoiler bien sûr tous les cas où on est sous NDA, mais il y a aussi beaucoup d'entreprises qui cherchent avec POAP à former, à culturer les collaborateurs, parce que les dirigeants font le pari que cette technologie fournira un nouvel Internet. Alors, pas immédiatement, dans le sens où aujourd'hui, soyons honnêtes, le marché, il est petit. Les intuitions, c'est que ça va s'agrandir dans les quelques prochaines années, mais aujourd'hui, c'est relativement petit. Mais justement, n'importe quel directeur ou directrice de compagnie qui doit se challenger pour subsister pour l'avenir se doit de former ses collaborateurs à ce qui vient. Et aujourd'hui, POAP donne une solution très pragmatique, très fun, très simple, très adaptée pour que ces histoires internes puissent s'exprimer via encore une fois, ces collections de souvenirs digitaux, de jetons digitaux, des NFT, des tokens, appelle-le comme tu veux. L'idée, nous, on essaie d'être assez, comment te dire, de s'accommoder à l'histoire de la marque. Encore une fois, nous sommes une entreprise de service, donc on s'adapte le plus possible. Et du moment que certains paramètres de pourquoi on doit donner un poids, en général, c'est pour une logique qui doit générer un sourire, une memorabilia, quelque chose comme ça, et non pas, bah voilà, j'ai rempli un formulaire, de un poids. oui, POAP se veut quand même. c'est vrai qu'aujourd'hui, un POAP, c'est pas transactionnel, comme tu dis, c'est fun. Exactement. Et ça permet d'onboarder, comme tu dis, de manière super simple, au Web3 en général, parce que du coup, il te faut un wallet, il te faut tout ça. Voilà, tu le fais avec un truc fun. Exactement. Et tu sais, mais Pop a fait aussi des logiques de réservation par email pour intégrer, pour appeler, enfin, pour parler de souvenirs de digital collectibles ou de collectibles digital à tout le monde. Et donc, certes,
les idées, les pensées, les réflexions, les projets tournent bien sûr autour du Web3 et la blockchain, etc. Mais POAP a l'ambition de devenir un acteur majeur des digital collectibles. Et si ça doit passer avec un peu avec l'email, aujourd'hui ça marche avec l'email. C'est vrai que pas tout le monde, enfin, la partie connue, c'est la partie de la blockchain et Gnosis, c'est comme on vient d'évoquer, mais POAP est en mesure de servir n'importe quelle communauté. Après, ça veut justement. Là, ce que tu me dis, c'est que tu as pas forcément besoin d'un wallet pour pouvoir avoir des POAP. C'est ça que tu me dis, hein? Exactement. Ouais, ouais. Donc vous êtes finalement, pour les gens qui sont très Web3 et qui sont déjà onboardés, c'est facile, tu prends tes POAP. Pour les gens qui ont envie de s'onboarder dans le Web3, bah, c'est très pratique. Et pour les gens qui ne sont pas encore, ça marche aussi. Et vous avez, technologiquement, vous êtes compatible pour les gens qui ont des emails. C'est ça que tu me dis. Exactement, exactement. La vraie vie aussi, c'est que pas tout le monde aujourd'hui a fait le process de réflexion de qu'est-ce que ça veut dire un collectible digital? Qu'est-ce que ça vaut une image digitale? Que bien sûr, tout le monde interprète ce que ça peut, à quoi ça sert cette monnaie, quelle est, que si si je la balance, je la perds et je perds sa valeur, alors que les gens, en général, sont habitués à que les aspects digitaux sont fongibles. C'est-à-dire que la photo que j'ai sur mon WhatsApp, je peux l'envoyer sur tous les groupes WhatsApp et je perds rien à l'envoyer. Donc il y a beaucoup d'éducation à faire par rapport justement à qu'est-ce que ça veut dire un actif digital, la partie de l'utilité. Et donc voilà, c'est notre vocation et c'est pour ça que si Pop a un grand succès, c'est parce que le 80%, 90% de tous les aspects les plus basiques de ce que ça veut dire un actif digital sont représentés avec un POAP, avec un souvenir, et c'est la cristallisation d'un souvenir. Et après, bon, bah, toutes les parties d'utilities, de token gated, tout ça, ça marche aussi, même avec email ou avec wallet, mais pas tout le monde, pas toutes les histoires sont prêtes à être racontées de cette manière. Vous avez des trucs sympas. Je me rappelle, la dernière fois que je t'ai vu, tu avais une sorte de logo POAP sur lequel je mettais mon téléphone et tout de suite ça me mintait un truc. Je trouvais ça super sympa. Donc en fait, vous êtes très digital, si je comprends bien, hein. Mhm. C'est-à-dire, c'est de se Exactement. dire, on a une vie qui est 100% online et grâce à POAP, je peux réconcilier ma vie IRL, in real life, ma vraie vie et ma vie digitale pour finalement récolter toute cette data, si j'ai envie ou pas, hein, mais de réconcilier en fait ces deux vies. C'est ça? Exactement. Et aujourd'hui, dans les cas d'usage qu'on a eu avec nos clients et qu'on peut en parler en public, c'est par exemple avec Warner Music, quand il y a eu le concert de Aya Nakamura à Bercy, bah, c'était justement conserver ce souvenir digital d'avoir été à ce concert-là, ou ce qu'on a fait par exemple avec Christian Louboutin à la Tour Eiffel Fashion Week de 22, alors certes, c'est un événement exclusif, mais pouvoir donner, encore une fois, cette logique de souvenir et va savoir peut-être une utilité ultérieure. Ce qu'on fait avec Porsche, que ce soit dans le monde de Web 2, avec des clubs très spécifiques des voitures très spéciales, ou dans le Web 3 avec leur collection qu'ils ont fait. On a travaillé avec Adidas, on a travaillé en interne, bon, c'est déjà public avec Bayer, la pharmaceutique. On a travaillé avec Renault lors des présentations de show cars. Et bien sûr, on aide les institutions type on collabore avec la DAN pour justement pour amplifier le message, pour rendre la chose plus tactile. Hein, quand on parle de qu'est-ce que c'est cette blockchain, à quoi ça sert, bah justement prouver que voilà, c'est un moment qu'on conserve en termes d'actif digital. Alors certes, c'est un visuel, mais et certes, on peut faire print screen avec son téléphone, mais la valeur n'est pas dans l'image, elle est dans cette logique de smart contract. Et bon, tu connais très bien, et donc il y a beaucoup de travail à faire et je suis assez certain que même s'il y a une nouvelle vague d'utilisateurs qui devrait venir dans les 12 à 18 prochains mois, euh, le concept de la scarcité, de la rareté digitale, c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps à se déployer dans les masses. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, rappelle-toi, quand tu apprends à faire de l'ordinateur, une des premières choses que tu apprends à faire, c'est CTRL-C, CTRL-V, Bien sûr. copier-coller. Et donc, de manière inhérente, veut dire que tu peux reproduire à poisson sans aucun coût. Et comment défaire cette idée, ça va prendre un moment.
Ouais, c'est sûr, mais c'est pas simple à comprendre, hein, pour les gens. Enfin, la Mmh. plupart des gens, je pense, ne sont même pas conscients que, en fait, l'objet digital, quand il transfère un email, il existe 50 fois dans 40 serveurs différents. Voilà, c'est pas un truc qu'on transfère. En fait, on transfère rien, on copie, on envoie une copie à quelqu'un. Mais bon, Exactement. ça prend du temps, ça prend du temps à comprendre. Mais bah écoute, passionnant. Bah Lucas, merci beaucoup. Est-ce que tu as, sur tous ces sujets-là, peut-être pour nos auditeurs, s'ils ont envie de, bon, je mettrai évidemment le lien de PoApp Studio, PoApp XYZ, etc. Est-ce que tu as des lectures, est-ce que tu as des blogs, je sais pas, Bien des sûr. choses pour nos auditeurs, Bien pour sûr, leur aider à comprendre un peu tous les sujets que tu défriches finalement à longueur de journée? bien sûr. Notre canal principal de divulgation, c'est LinkedIn. On va être honnête, les réseaux sociaux, Web3, il y a pas encore trop de monde, donc on y va sur les classiques. Mais c'est aussi un forum de discussion et de publicité, hein, et ça marche très bien. Donc je te passerai notre page, mais en gros, il faut chercher LinkedIn, Pop Studio, et 2 ou 3 fois par semaine, on écrit une nouvelle histoire, que ce soit un nouveau cas d'usage, que ce soit une réflexion, mais on en a plein. Et je crois que c'est la meilleure manière d'apprendre sur ce qu'on fait. Mais aussi, si je devais donner une recommandation aux auditeurs, c'est que, et, bon, c'est un peu prêché pour mon église, mais si c'est mon église, et j'y crois beaucoup, c'est que à la, toute cette histoire de blockchain et de valeur digitale, ça va venir. Il faut comprendre, comme on dit, ça, et ça prend un temps. Mais à la fin, c'est pas si compliqué. À la fin, Non. c'est juste, voilà, c'est un actif digital, tout comme cette monnaie. Elle est physique, c'est un actif physique et qui vaut quelque chose. Bah, conceptualiser comment une technologie permet d'avoir quelque chose comme ça qu'on a, et que si on l'envoie à quelqu'un, on l'a plus. Bah, à la fin, c'est ça, hein. Alors après, bien sûr, il y a toute une couche de sécurité qu'il faut préserver. Il y a des nodes et des défendeurs de l'information comme ici, Mystère avec son node Gnosis. Mais ça, tout ça, personne ne doit le comprendre. Comme on ne sait pas aujourd'hui comment ça se passe quand on fait une monnaie, quels sont les process pour qu'il n'y en ait pas 10 millions, et enfin, il y a quelqu'un qui fait un contrôle. Bon, bah voilà. Mais donc voilà, et j'invite à tous ceux qui trouvent que c'est très compliqué, et je suis certain que c'est la manière dont beaucoup de personnes, moi-même peut-être, on en explique, c'est compliqué, mais à la fin, ça reste relativement semblable. C'est comme quand j'avais, en 2012, quel âge j'avais peut-être 20 et quelques années, je me suis dit, bah, à la fin, Bitcoin, je comprends pas trop ce que c'est, mais c'est d'une évidence folle qu'il faut qu'il y ait une manière de se transmettre de la valeur sur l'Internet. Donc à la fin, c'est ça. Donc si des fois vous sentez démotivé parce que c'est trop compliqué, probablement c'est parce que vos interlocuteurs, et potentiellement moi, on n'explique pas les choses de manière très simple, mais à la fin, vous allez trouver la cohérence, et vous allez sûrement comprendre le concept très rapidement. En tout cas, je te félicite d'être un pionnier en fait du digital dans ce monde du Web 3, de participer à cette expérience très fun que sont les POAP. C'est vrai que d'un point de vue marketing et de l'UX, c'est simple à utiliser. Si vous voulez créer vos propres POAP, pareil, je mettrai le lien. C'est super simple à faire. Amusez-vous avec ça, allez essayer. Ça permet de rentrer dedans dans le sujet de ce Proof of Attendance Protocol, de comprendre un peu à quoi ça sert. Et c'est vrai que c'est fou parce que les possibilités sont illimitées derrière. C'est le début d'un nouveau monde, d'un nouveau type de data qui est à la fois qui m'appartient et que je choisis de donner on va dire, au domaine public pour que des gens Mhm. puissent en faire des choses, mais je veux aussi en retirer des choses. Donc c'est ce début Exactement. ça participe à ce mouvement communautaire du Web3 et ça va, je pense, avoir une place importante dans l'avenir de la communauté digitale, quelle qu'elle soit. Lucas, écoute, j'espère te reparler. On te réinvitera dans le podcast d'ici un an ou deux pour que tu nous racontes tes évolutions de POAP et de POAP Studio. Et à très bientôt. À très bientôt. Moi, je pars faire un petit pas pour un mariage. On m'a demandé pour un mariage. Alors Magnifique, ça sera magnifique. à titre perso, mais voilà, un mariage pour un mariage. Allez, merci Alexis, à très vite. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de From the Block.
Comme je suis sûr que vous avez adoré cet échange autant que moi, je vous invite à vous abonner au podcast ou à la chaîne YouTube. Vous trouverez tous les liens dans la description de cet épisode. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis, collègues et tous ceux qui s'intéressent au Web3. Votre soutien nous aide à continuer à produire du contenu de qualité et à faire connaître les voix influentes de l'industrie. Restez connectés, car de nombreux épisodes passionnants sont à venir. Merci d'avoir écouté From the Block.